C'est d'abord la macro, ensuite la micro. J'ai tapé Zagadoum, c'est un joueur de foot. Un livre met environ 30 jours à se référencer sur Amazon. Pendant ces 30 jours, il faut envoyer un bon signal à l'algorithme. Le client moyen est complètement débile et quand il arrive sur votre livre, vous voyez quand vous regardez cette vidéo que j'ai 20 kilos de moins et que j'ai l'air d'un adolescent prépubère dans sa chambre, Champaigne c'est un graveur peintre du 15e siècle, et ben déjà ça fait 3 syllabes donc il comprend pas. Il était pas sur KDP au 15e siècle, faut avoir une approche, on appelle ça une approche top-down. D'ailleurs, joueur de foot qui fait 1m96 et qui aurait peut-être mieux fait de faire du basket, eh bien c'est des vidéos qui datent d'il y a 3 ans. Et bienvenue dans ce 3e épisode des KDPscopie, votre moment préféré de la semaine et maintenant le mien, petite référence pour ceux qui connaissent. En tout cas, content de vous retrouver aujourd'hui, on analyse des livres à chaud, je suis sans filtre et le but c'est que ça vous aide et que ça profite à tout le monde. Petite précision, en fait j'avais prévu que ce format serait hebdomadaire, au final ça sera un peu répétitif et un peu trop lourd à gérer, donc je pense partir sur un format de une fois toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois, d'où le fait que dimanche dernier il n'y ait pas eu de KDPscopie. Et deuxième chose, si vous voulez que j'analyse vos livres, envoyez-moi vos livres pour une prochaine KDPscopie, mais si vous mettez le lien directement dans les commentaires YouTube, c'est supprimé parce que l'algorithme YouTube pense que c'est du spam, donc du coup il enlève le lien. Donc au lieu de ça, mettez-moi l'ISBN de votre livre et j'aurai juste à le copier-coller et je trouverai et ça sera pas bloqué. Donc pour tous ceux qui ont envoyé les liens directement dans les commentaires, c'est normal, si votre commentaire était supprimé, c'était automatique, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'algorithme YouTube. Donc voilà, comme ça, pour les prochaines fois, ça marchera beaucoup mieux. Allez, premier livre qui m'a été envoyé, c'est le livre Zagadoum. Zagadoum Badaboum. Alors, à part de dire que ça rime avec Badaboum et que je vais tomber en arrière parce que je sais pas ce que c'est, je sais pas trop quoi dire de ce livre en fait. Donc voilà, volontairement je fais de la provoque, mais là on est clairement dans le client comprend pas ce que c'est. Et au début je me suis dit allez peut-être que je suis complètement inculte et que c'est une méthode très avancée pour éduquer ses enfants et leur apprendre à dormir. Donc j'ai tapé Zagadoum et en fait non, apparemment si on enlève le M, c'est un joueur de foot. D'ailleurs joueur de foot qui fait 1m96 et qui aurait peut-être mieux fait de faire du basket, mais en tout cas, Zagadoum, bah écoute, la personne qui a fait ça, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que moi je comprends pas le sujet du livre et je pense que quelqu'un qui arrive sur Amazon ne comprend pas le sujet du livre également. Donc en lisant la description, on voit que c'est sur le thème du coucher, du mensonge, de l'amour parental. C'est une sorte de livre d'histoire qui va apprendre aux enfants à bien aller à dormir, avec des illustrations, de l'humour, de la tendresse. Bref, un livre d'histoire pour enfants, très mignon, il y a aucun problème avec ça, mais Zagadoum, on sait pas ce que c'est, et le client moyen, il sait pas ce que c'est. Franchement, faites de la caricature, soyons honnêtes, dites-vous que le client moyen est complètement débile et quand il arrive sur votre livre, et ben déjà ça fait 3 syllabes donc il comprend pas. En gros voilà, c'est un peu la caricature, mais vraiment le client moyen va faire Zagadoum, ok j'ai rien compris, je me barre. C'est vraiment le comportement type du client moyen. Et pas tous les clients sont comme ça, c'est une caricature oui, mais il faut avoir ça en tête pour s'imaginer le pire des scénarios, pour comprendre la psychologie globale du marché et voir pourquoi votre livre ne marche pas. Et en fait c'est vraiment la raison. Donc par comparaison, j'ai pris par exemple ici un livre qui a cartonné sur pareil le sommeil pour les enfants, c'est le grand guide du sommeil de mon bébé. Alors c'est pas forcément exactement la même niche, mais ça parle quand même du coucher, du sommeil, etc. Et là en fait c'est clair, il y a le mot sommeil, bébé, le grand guide du sommeil, pleurs, difficultés pour s'endormir, réveil nocturne, comment trouver des nuits paisibles. C'est un livre qui a cartonné, qui est encore best-seller 265 si on va dans le classement ici, avec un beau contenu à plus, etc. Même s'il est pas forcément parfait ce contenu à plus, voilà 269, clairement on sait ce qu'on va acheter, là on sait pas ce qu'on va acheter. Donc sans aller plus loin, tout simplement, eh bien, le client ne sait pas ce qu'il achète, le client, du coup, ne s'identifie pas, du coup, il n'y a pas d'émotion, il y a juste une incompréhension, et le temps d'attention moyen sur Internet est de 2-3 secondes, donc hop, il clique, ah, je comprends rien, zadaboum, balaboum, hop, je me barre, et c'est tout ce qui se passe. Donc vraiment, ça, encore une fois, c'est le syndrome de l'auteur maudit. Si vous êtes dans une mentalité trop artistique, à vouloir faire quelque chose de trop original, à vouloir faire quelque chose qui n'a encore jamais été fait, le prendre d'une manière, etc., vraiment, vous faites fausse route parce que il faut à la fois disrupter son marché et faire quelque chose de nouveau, mais il faut rester dans les codes et rester dans quelque chose qui est explicite, qui est lisible, qui est compréhensible, qui, en un coup d'œil, le client sait de quoi ça parle. Là, en un coup d'œil, je ne sais pas de quoi ça parle, voire même en plusieurs secondes, j'ai pas mal mis de temps, je me suis vraiment posé des questions, mais est-ce que c'est moi qui suis pas cultivé, est-ce que je connais pas ce mot, qu'est-ce que c'est Zagadoum et tout, et peut-être même ça se trouve que je connais pas et que quelqu'un dans l'audience connaîtra ce que c'est Zagadoum, si c'est le cas, mais du coup il y a un vrai problème parce que j'estime que je suis pas le plus débile des êtres humains sur Terre et j'ai pas compris au bout de 30 secondes, donc
donc il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Petite précision avant de commencer la vidéo, il y a eu quelques soucis techniques, notamment à certains moments, alors c'est pas tout le temps, mais la vidéo lag un petit peu et il y a des petites micro-coupures de son. J'espère que ça vous posera pas trop de problèmes, j'ai hésité à sortir cette vidéo ou non, mais il y a tellement de valeur, j'ai quand même envie de vous la partager, donc passez outre ces petits problèmes. Encore une fois, désolé pour ça, mais je vous garantis que si vous passez outre et que vous regardez cette vidéo, il y aura énormément de valeur KDP, c'est la meilleure des KDPscopies depuis le début, donc profitez-en, et encore désolé pour ces soucis techniques. La deuxième erreur fondamentale de ce livre, c'est qu'il n'y a aucun titre ou aucun mot-clé dans le titre ou le sous-titre qui permet de référencer en fait ce livre. Zagadoum, c'est pas un mot-clé, c'est pas un mot-clé qui est recherché, etc. Donc vous devez avoir les mots-clés enfant, histoire, sommeil, etc. Enfin, des mots-clés que vous avez recherchés en amont avec des outils comme Helium 10 dont je parle souvent, mais c'est très important. La puissance d'Amazon, c'est d'avoir un algorithme qui va nous référencer selon les requêtes des acheteurs, qui va ensuite faire des clusters d'acheteurs pour proposer tel produit à tel cluster et à tel autre. Donc vous profitez de la puissance de l'algorithme de recommandation d'Amazon, mais pour que l'algorithme vous comprenne, il faut que vous ayez des mots-clés et que vous ayez des conversions sur ces mots-clés. C'est ça le principe, c'est vous avez des mots-clés, donc Amazon se dit ce livre doit parler de ça, donc ça doit intéresser telle personne, il le recommande à cette personne. S'il y a une conversion, s'il y a des clics, c'est un signal positif, s'il y a des mauvaises conversions, des mauvais clics, c'est un signal négatif, et ça vous met des malus ou des bonus sur les mots-clés, et ensuite l'algorithme va continuer à vous référencer ou à ne plus vous référencer sur différents types d'audience, différents types de personnes. Donc vraiment c'est ça la puissance d'Amazon. Donc en plus du service KDP, c'est les recommandations de l'algorithme, et si vous n'avez pas de mots-clés, vous pouvez pas signifier à l'algorithme à qui vous adressez. Et donc là il y a un gros problème, même si le livre est bon, eh bien personne ne le verra parce qu'il n'est pas référencé. Donc ça vient avec le fait qu'on comprend pas le livre, mais c'est une erreur globale de mauvaise compréhension du fonctionnement de l'algorithme d'Amazon. Donc j'invite à cette personne à se poser la question de algorithme avant tout, data first, j'analyse la demande, j'analyse comment fonctionne l'algorithme avant de créer un livre, avant de penser à l'artistique, avant de penser au contenu, avant de penser à la qualité, penser au fonctionnement, au marketing, au SEO, au référencement. C'est des compétences profondes qui sont très importantes, sans lesquelles vous pourrez jamais réussir sur KDP, même si votre livre est bon. Allez, deuxième livre qui m'a été envoyé, et là c'est un exemple qui est intéressant puisque c'est un livre qui est plutôt joli, qui est plutôt bon, qui est plutôt qualitatif, mais qui ne va pas forcément marcher, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est quelque chose d'un petit peu classique, Dinosaure 50 coloriage éducatif, mais pour une fois on a un livre qui est plutôt très bien, qui est plutôt très joli, avec une belle couverture, c'est dans les codes, ça fait très pro, il y a du volume, on sent que la personne connaît le design, soit elle est graphiste, ou alors elle est douée en graphisme, ou alors elle a délégué ça, enfin c'est de la qualité, j'ai rien à dire, c'est très beau. Mais le problème c'est qu'en fait ça a été fait, refait et refait, et donc c'est quelque chose qui aurait cartonné en 2020. Au moment du confinement, il y avait tous les livres qui avaient été supprimés d'Amazon, enfin qui étaient en tout cas indisponibles, parce que c'était pas des achats indispensables. Vous vous rappelez qu'on avait tous les achats non indispensables qui étaient fermés, les boutiques, etc. Sauf les livres pour enfants. Et à cette époque-là, les livres pour enfants de ce type ont cartonné parce qu'il fallait occuper les enfants à la maison, qui étaient du coup plus à l'école, et on a vendu plein de livres comme ça. Donc je dirais à cette personne qu'elle a juste un an de retard en fait. Si elle avait publié ce livre exactement le même en 2020, ça aurait probablement été un best-seller. Aujourd'hui ça l'est plus. Pourquoi? Parce que ça a été fait et refait. Et si vous regardez par exemple sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos qui datent de plusieurs années. Vous voyez quand vous regardez cette vidéo que j'ai 20 kilos de moins et que j'ai l'air d'un adolescent prépubère dans sa chambre, eh bien c'est des vidéos qui datent d'il y a 3 ans. Et donc ça veut dire que c'est plus trop à jour. Donc la niche best-seller sur Amazon KDP, je parlais des livres pour enfants, et donc vous voyez en bas que la vidéo a été publiée il y a 3 ans. Donc s'il vous plaît, quand vous regardez une vidéo, quand vous suivez des conseils, regardez les dates. Là moi je peux vraiment rien faire là-dessus. Mon discours évolue, mon discours s'améliore, change, etc. C'est normal, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc forcément les discours que j'ai dans les vidéos récentes peuvent des fois être contradictoires avec ce que j'ai tenu dans le passé, mais c'est pas parce que je retourne ma veste et que j'ai dit des mensonges ou quoi, c'est juste que le marché évolue et qu'il faut s'adapter. En tant qu'entrepreneur, il faut pivoter, il faut avoir une mentalité de pirate comme on l'a dit dans la dernière vidéo, et donc il faut savoir changer de cap au moment où c'est important. Et par exemple, aujourd'hui, il est toujours possible d'être dans la niche enfant, mais de faire des simples livres de coloriage comme à l'époque en 2020 qui ont très bien marché, eh bien ça marche plus, et donc là la personne elle a un petit peu une longueur de retard. Donc voilà ce que je pourrais dire à cette personne. Elle a les compétences, c'est très bien, c'est très joli, j'ai rien à dire. Je suis quasi sûr que si elle se met à faire des livres un petit peu plus modernes, etc., elle va réussir, mais là c'est juste pas le timing en termes de niche, et c'est souvent une histoire de timing sur Amazon KDP. On a une bonne idée, mais une bonne idée c'est une bonne idée au bon moment, et parfois la même idée 6 mois trop tard, ça devient une mauvaise idée. Troisième analyse de cette vidéo, et là c'est quelque chose qui est très intéressant puisque c'est un livre qui est vraiment plutôt bien, mais on va essayer de l'améliorer encore plus. C'est 20 enquêtes, 10 énigmes pour filles futées, avec une couverture qui claque, etc. Une thématique, les enquêtes policières, les énigmes pour enfants, etc. C'est quelque chose
chose qui est plutôt bien rentable. Et là en plus on a un positionnement pour les filles, c'est original, ça disrupte son marché. Donc déjà d'un point de vue global, avant d'aller plus loin, je dirais que la personne a bien compris KDP, et je connais un petit peu la personne donc je sais que c'est le cas. Mais vous voyez, on a une niche qui est les enquêtes policières, les livres pour enfants, les livres de jeux, etc., qui est une niche, voilà, que tout le monde connaît, qui est classique, et la personne elle a sous-niché à l'intérieur en se positionnement sur les filles avec une couverture rose, un petit peu en mode espionne détective privé, enfin bref, ce style-là, donc ça peut vraiment marcher. Et donc elle a opté pour un positionnement très précis avec une cible très précise, mais dans une grande thématique. Donc elle a disrupté son marché, elle a apporté quelque chose de plus, et sur une thématique qui peut être saturée, eh bien la personne peut très bien sortir du lot. Donc pour moi, l'idée est validée et la démarche est très bonne. La couverture aussi est très bien, vous voyez qu'on a du blanc, du noir, du rose, on a quelque chose qui claque, on a cette espèce de point d'interrogation avec la silhouette, on a une phrase « Es-tu prête à réveiller la détective qui se met en toi pour s'identifier, 9-13 ans, jeune ado, etc. » Bref, franchement, il y a du très bon. On va aller voir sur le contenu A+, on descend un petit peu. Alors apparemment, pas de contenu A+, la personne attendait peut-être de voir si le livre marchait avant de créer un contenu A+. En tout cas, il faudrait en faire un, ça c'est indispensable. Et sinon, autre chose que je vois avant d'aller plus loin et d'analyser, c'est la date de publication, 18 décembre 2022. Là, clairement, il y a peut-être aussi une histoire de timing qui a été très mal choisie, puisque le 18 décembre, Noël est fini, plus personne n'achète de livres, c'est un petit peu le soufflet qui retombe, il y a eu des achats, les gens ont dépensé de l'argent, on se dirige vers Noël, on va passer une fin d'année en famille, entre Noël, le réveillon, etc. Donc on n'est plus du tout dans les achats. 18, c'est trop tard pour publier un livre pour qu'il cartonne le 18, c'est-à-dire au pic des ventes. Il faudrait l'avoir publié au moins en fin septembre pour qu'il ait eu le temps de ranker, d'avoir des commentaires, d'avoir des ventes, d'avoir un momentum et de se placer en haut des mots-clés. Donc là, en fait, peut-être que le même livre publié en fin septembre aurait cartonné, ou peut-être que le même livre publié, par exemple, en mars avant les vacances de Pâques aurait cartonné, ou peut-être que le même livre publié, par exemple, bientôt en mi-mai pour préparer les vacances d'été pourrait bien cartonner. Donc là aussi, il y a une histoire de timing de publication. Je vous rappelle l'effet honeymoon. Un livre met environ 30 jours à se référencer sur Amazon. Pendant ces 30 jours, il faut envoyer un bon signal à l'algorithme, avoir des bons taux de clics, des bons taux de conversion, des bons taux de dépôt de commentaires, des bons taux de trafic et de vente depuis l'extérieur d'Amazon. Tout ça, ça fait partie d'un bon signal que vous envoyez à l'algorithme et ça vous permet de vous référencer. Si vous loupez ces 30 à 90 premiers jours, Amazon considère que votre livre n'a pas marché, il va le mettre de côté et petit à petit, il va tomber un peu dans les abysses des pages de recherche en page 40, etc. Donc c'est comme ça que fonctionne le lancement d'un livre, et donc là, on est au pire des moments pour lancer son livre. Donc pour moi, il y a une chance que le manque de résultats de ce livre, malgré sa qualité, s'explique en partie, et voire même en grande partie, à cause du timing de publication. Mais maintenant, imaginons qu'on le publie au bon moment, comment je ferai pour l'améliorer, pour l'optimiser? Donc on va aller créer ensemble une couverture, on va partir de cette couverture, on va essayer de l'améliorer, ça fait une bonne étude de cas. A few moments later. Alors histoire que la vidéo prenne pas trop de temps, j'ai coupé et donc j'ai passé à peu près 20 minutes à faire ça. Donc voilà ma version de la couverture. Donc c'est vraiment quasiment la même, hein. J'ai pas réinventé l'eau chaude, etc. J'ai utilisé les mêmes idées. L'idée de base est très bien. C'est juste que pour moi c'est un tout petit peu plus lisible en fait si on regarde de loin. Donc faut toujours imaginer qu'on est sur un smartphone et qu'on regarde de très loin. Là j'ai dézoomé. En plus si vous regardez la vidéo sur un smartphone, c'est vraiment tout petit pour vous. Et laquelle des deux vous voyez le plus entre les deux miniatures? En fait, le principe est le même, c'est le même concept, mais c'est juste que le défaut, en fait, pour moi, que je vois dans celle-là, c'est qu'il y a trop de polices élaborées. Donc les polices sont bien choisies, elles sont jolies, je tiens à le dire, c'est un bon choix, mais il y en a trop, en fait, et ça sature un petit peu. Donc là, enquête est stylisée, énigme est stylisée, fille futée est stylisée, le 20, le 10, tout se mélange, et donc du coup, on comprend, on arrive à lire quand on est dedans, et quand on a la couverture proche, c'est joli, mais de loin, ça manque un peu de lisibilité, et d'expérience, ce que j'ai pu voir sur Amazon, etc., c'est que des fois, les choses les plus simples sont les meilleures, et une police très visible, très grosse, même si elle est un tout petit peu moins stylisée, elle va avoir une meilleure lisibilité, donc le livre aura un meilleur taux de clic et il va mieux réussir, même si objectivement il est un peu moins stylé, un peu moins joli. Donc ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais enlevé le 20 et le 100, même si c'est une bonne idée, pour moi ça nuit un peu à la lisibilité. Je l'aurais mis en bonus, dans une petite loupe ou quelque chose comme ça. Le 9-13 ans, je l'aurais déplacé en haut à droite. J'aurais augmenté la part de rose pour faire vraiment un moitié-moitié, en augmentant la tête. Et j'aurais mis enquête et énigme pour fille futée. Donc bien sûr, j'ai pas les mêmes polices. Si je devais choisir, je prendrais plutôt cette police-là qui est plus élaborée, qui est mieux. Je prendrais également plutôt cette police ici. Donc imaginons que je sois la personne et que j'ai les polices à disposition. Là, je les ai pas trouvées. Voilà. Donc si, en fait, on se met un peu loin, moi perso j'arrive plus à lire en bas enquête et énigme que ici, même si c'est lisible, mais
je pense quand même que c'est plus lisible ici, et c'est un peu plus gros. Donc voilà, plus gros, plus visible, plus marquant, plus simple, en ayant les mêmes informations, et le 20 et le 100, ça apporte un sentiment de qualité, puisqu'on dit il y a 20 enquêtes et 100 énigmes, donc il y a du contenu, c'est important de le mettre, mais je le mets dans un petit truc. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que la petite loupe, on la verra pas ici, mais en fait ça intrigue et ça donne envie de cliquer. Faut vraiment voir un livre Amazon comme un tunnel de vente, c'est-à-dire que vous avez la couverture qui est un hook, qui est l'accroche, c'est ce qui fait que l'œil, hop, va bugger et va rester sur un livre et que la personne va aller plus loin. Ensuite, le titre du livre, qui est dans Amazon, c'est ce qui fait cliquer, c'est ce qui convainc la personne après son hook de cliquer. Et en plus, si dans la couverture, il y a un petit élément qui a l'air intéressant mais qui est pas visible, ça donne encore plus envie de cliquer. Et donc là, la personne a cliqué, elle va aller voir le livre et elle va zoomer et elle va regarder plus en détail la couverture avant d'acheter. Donc en fait, c'est vraiment un tunnel d'attention. En premier, il y a le hook, ensuite il y a le titre et ensuite il y a les petits éléments de la couverture qui vont finir de convaincre la personne de cliquer. Et là, pour moi, c'est exactement ce qui se passe. C'est que quand on est loin, on voit un contraste rose, rouge, une tête, un point d'interrogation, énigme, enquête. Là, c'est le hook. Ensuite, on va lire le titre sur Amazon, livre d'enquête pour filles, etc. blabla. On dit, ok, ça a l'air cool. Et en plus, on dit, oh, c'est quoi la loupe? J'arrive pas à lire, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans la loupe. Et là, la personne, elle zoome, enfin, elle rentre dans la fiche produit, elle zoome, elle se dit, ah, en fait, il y a du contenu, il y a 20 enquêtes et 100 énigmes, c'est pour 9-13 ans, c'est bien ce que je pensais. Donc en fait, les éléments secondaires, il faut penser que c'est des choses qui vont apporter de la valeur et améliorer votre offre en termes de valeur perçue, mais c'est pas quelque chose qu'il faut rendre visible parce que ça nuit à la lisibilité et c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en premier. Donc voilà, pour moi cette couverture est bien, mais il y a peut-être trop d'informations au même plan et celle-là en fait c'est le même concept, mais les informations sont plus hiérarchisées pour un meilleur sens de lecture et un meilleur hook et un meilleur tunnel d'attention. Voilà, si je devais résumer, ça serait ça, même si le travail a été fait à 90% mâché par la personne qui a eu un très bon concept de couverture, voilà. Et c'est vraiment ce genre de choses en fait, quand je vous dis laisser décanter les couvertures, quand avec Clément on crée des couvertures, on se fait des retours sur chacun de nos livres, on est assez transparent là-dessus, on se dit qu'est-ce que t'en penses, etc. De jour en jour, semaine en semaine, on améliore, et par petites touches, on finit, on part d'un bon concept de base comme la couverture qui a été présentée, et on finit par le même concept, mais amélioré en termes de lisibilité, en termes de conversion, en termes de clics, et à la fin pour obtenir la bonne couverture. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez, c'est passer du temps à tous les petits détails pour, au final, il y a seulement 10% de modifications à faire, mais c'est les petits 10% qui vont peut-être faire la différence avec une autre couverture. Donc voilà un petit peu la démarche. J'espère que mon analyse vous a plu, même si je le répète, c'est encore un peu pour chipoter, pour aller plus loin, mais la couverture était très bien à 90%, c'est validé. Et donc je pense vraiment que s'il y a eu des problèmes de vente avec ce livre, ça vient grande partie du timing, 18 décembre, c'est pas possible, et peut-être aussi après du reste, c'est-à-dire la publicité, les commentaires qui ont été déposés, etc., tout le marketing que la personne a développé derrière, peut-être qu'il a pas été assez fort, en tout cas 18 décembre, pour moi ça reste quand même le gros point noir de cette publication. Allez, maintenant, quatrième livre qu'on m'a envoyé, et là il y a un problème vraiment de compréhension de comment marche Amazon, c'est qui nos clients, qui achète, quel est le comportement de l'acheteur type, et on a une personne qui du coup a fait son bébé, son livre, elle pense que les gens s'intéressent à ce livre alors qu'en fait les gens s'en fichent, les gens passent leur chemin parce que l'attention est de quelques secondes sur internet et on se fiche de vous. Il faut vraiment penser à ça. Donc là, Philippe de Champagne présente les 110 meilleures citations sur la cuisine. Déjà, ce genre de titre ça marche pas sur Amazon à moins que vous soyez très connu, parce que Philippe de Champagne, on sait pas qui c'est pas comme si c'était Philippe Etchebest vous présente les 110 meilleures citations sur la cuisine. Là, à la rigueur, ça pourrait peut-être marcher, mais là, pour le coup, ça marche pas. Philippe de Champagne, j'ai tapé. Alors, il y a pas de Champagne, il y a de Champaigne. Alors, Champaigne, c'est un graveur peintre du 15e siècle, donc à mon avis, il était pas sur KDP au 15e siècle. En tout cas, probablement que c'est Philippe de Champagne, soit la personne qui a créé ce livre, soit un nom d'emprunt, mais vraiment, t'es qui, Philippe? On s'en fout de tes citations. En gros, c'est vraiment ça. Il faut vous poser la question, est-ce que je suis connu dans ce cas-là, les gens me suivent et les gens vont acheter des citations, mais si je suis pas connu, il faut que je concurrence sur autre chose, il faut que j'apporte une valeur ajoutée, il faut que j'apporte quelque chose qui n'est nulle part ailleurs, et des citations, on en a plein de partout, on en a plein sur les comptes Instagram, sur les Twitter, sur des posts Facebook, voilà, les citations, c'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose qui existe, donc faire un livre de compilation de citations, déjà, pourquoi? Qui va s'intéresser à une compilation de citations, mais en plus, qui connaît Philippe de Champagne? Donc vraiment, c'est
c'est une mentalité qu'il faut complètement changer. On n'est pas du tout dans une vente style librairie, par exemple. Dans une librairie, on se balade dans les rayons, etc., dans les différentes étals, et puis on voit des livres et on les ouvre, et on dit, ah tiens, citation de Philippe de Champagne. Alors on va ouvrir, on va voir qui est peut-être le livre est très joli, avec des très belles pages, des citations, etc. Et peut-être qu'on se dit, ah, ça va plaire à mon oncle, ou à mon cousin, ou à telle personne, à mon ami qui adore le champagne, je vais lui offrir ça. Ça, c'est la démarche librairie. Et ce livre-là, peut-être qu'il pourrait marcher dans une librairie. Mais sur Amazon, c'est pas du tout la démarche. Sur Amazon, c'est du mass market de gens qui ont pas le temps, qui recherchent quelque chose de précis. Et le gars moyen qui arrive sur Amazon, il se dit, t'es qui, Philippe de Champagne, pour me parler de tes citations sur la cuisine? Écoute, je m'en vais acheter le livre de Philippe Etchebest. C'est vraiment ça, le comportement type. Donc, sortez de la tête du guidon, sortez du symptôme de l'auteur maudit en pensant qu'on va adorer votre livre. Non, les gens se fichent de vous. Si vous apportez pas un hook puissant, quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, ils vont passer leur chemin. C'est vraiment très important. Et alors, pourquoi je suis volontairement allé un peu fort sur ce cas? Tout simplement parce que la personne dans son mail me dit qu'elle a fait que 3 ventes avec ce livre et que c'est peut-être un problème de mots-clés qui sont pas efficients, etc. Donc, est-ce que je peux lui en dire plus là-dessus? C'est vraiment pas un problème de mots-clés ou de lancement ou de publicité ou j'en sais rien quoi. Là, c'est juste les fondations qui ne sont pas là. C'est la compréhension du comportement de l'acheteur, de répondre à la demande, de faire le livre que le marché veut et pas le livre de nos rêves. C'est vraiment ça qui est le plus important. Et quand vous cherchez des petits hacks, des techniques, peut-être que finalement c'est parce que j'ai pas mis la bonne description, le bonne image, etc. Non, non, non. Là, on est trop dans l'optimisation. Le fondement, les bases ne sont pas respectées. Et je vais vous montrer ça avec un schéma que vous devez retenir. Et hop, magnifique, j'ai perdu un peu de cheveux entre temps. Je viens d'aller chez le coiffeur. On continue. Je vais vous donc faire un petit dessin. Et je pense que ça va en aider plus d'un vraiment dans la hiérarchie et l'importance des choses à faire sur Amazon KDP. On va dire la pyramide de KDP. Donc, en gros, une pyramide, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une base avec des étages. Et la base, c'est les fondations, c'est le plus important, et ensuite viennent les étages. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans la base? On va mettre le marché. En fait, donc je vais appeler ça le marché, c'est-à-dire la niche que vous choisissez. C'est aussi, par exemple, les mots-clés que vous allez viser, etc. Bref, la thématique. En gros, vous avez beau être le meilleur, si jamais vous faites le meilleur livre qui a un taux de conversion maximum, que vous êtes à 100% de taux de clic, 100% de taux de conversion, mais que le marché est mauvais, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça marchera pas. D'ailleurs même, il y a des personnes qui par exemple ont des résultats modestes, 3, 400, 500 euros par mois sur Amazon KDP. Ensuite, ils changent de niche, ils testent une nouvelle niche et boum, ils passent à 3000, 4000, ils font un best-seller. En fait, c'était pas leur compétence qui était à l'origine du problème entre guillemets, c'était le choix du marché. C'est comme par exemple quand on a eu le bull run en 2021 avec la bourse, les cryptos qui montaient, il suffisait de cliquer, d'acheter des trucs, des actions, des cryptos, n'importe lesquels pour faire des performances de fou et tout le monde se croyait un génie. Et bien c'est un peu pareil sur KDP, dans la bonne niche, ça vous porte en fait. Faut avoir une approche, on appelle ça une approche top-down. C'est d'abord la macro, ensuite la micro. Donc d'abord la niche, le marché, les mots-clés, les volumes, la demande, et ensuite le produit, etc. Donc si ça c'est pas validé, eh bien vous pouvez pas passer à la suite. Et là, dans le cas de notre ami, la demande, on sait pas trop où aller, la cuisine ok, mais les citations, bon, on sait pas trop ce que la personne a voulu faire. Ensuite, on va avoir un deuxième pilier qui va être du coup le produit. Donc le produit, c'est à quel point votre produit va fit avec votre marché. Donc on appelle ça le product market fit, c'est à quel point votre produit va répondre à la demande et de manière disruptive, de manière nouvelle. Donc là, une fois qu'on a validé le marché, on doit créer un produit. Donc là, c'est la couverture, le contenu à plus, le titre, comment on se positionne. Donc par exemple, dans le cas où on avait les énigmes et enquêtes policières pour filles, le marché c'était les enquêtes policières, les livres d'enquête, et par-dessus, on a fixé la thématique ado-fille avec le rose, le positionnement noir-rose, etc. Ça, c'est le produit, c'est ce qui va disrupter, c'est ce qui va créer l'effet wow. Et donc, ça vient en deuxième. D'abord, on valide la niche et ensuite, on valide le produit. Ensuite, on a la technique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est le SEO, donc c'est-à-dire le choix des mots-clés, le choix des mots-clés dans les 7 cases, les choix des mots-clés dans le sous-titre, les mots-clés dans la description, etc. Tout ce qui est technique. Ça va être la pub, donc tout ce qui est maîtriser le lancement, la publicité, les pubs auto, les pubs mots-clés, etc. Tout ce qui est la technique de comment on promouvoit un livre KDP. Et puis, on va dire tous les autres trucs qui sont de l'ordre du KDP, c'est-à-dire le timing de publication, les promotions e-book gratuits, bref, toutes les techniques qui tournent autour de la publication d'un livre et de l'optimisation d'une fiche produit. Et à la fin, et là je vais dire que c'est vraiment pour le coup anecdotique, c'est les hacks. C'est-à-dire
la technique secrète pour, par exemple, ranker rapidement, la technique secrète pour avoir des recommandations, j'en sais rien quoi, toutes les techniques secrètes, les petits hacks, les petites astuces, ce qui est un petit peu sexy, ce qui fait des bonnes vidéos putaclic et ce qui, la plupart des gens demandent dans les commentaires quelle est la technique secrète pour faire ceci, et bien en fait c'est le petit 1%, le petit 5% d'optimisation qui certes peut avoir une différence sur un marché très concurrentiel si vous vous battez avec plein de gens qui font de la bonne qualité, mais qui fondamentalement vont pas changer énormément de business. En tout cas, si tout le reste n'est pas acquis, eh bien ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc le produit, ensuite vient la technique. Ça sert à rien d'avoir de la technique si le fond n'est pas bon, c'est-à-dire s'il n'y a pas un product market fit, que votre produit résonne avec son marché. Et ensuite les hacks, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit plus que vous rajoutez, mais c'est vraiment pas le plus important. Et en fait c'est là-dessus qu'est basée la méthode que j'ai créée, qui est la méthode RDPM. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, le lien est dans la description de mon programme qui présente notamment cette méthode. Et en tout cas, pour la personne qui dit c'est peut-être mes mots-clés qui vont pas, non, là il y a vraiment beaucoup d'autres problèmes que les mots-clés. Donc la plupart des gens qui sont concernés par cette vidéo et qui m'envoient leur livre et où les choses ne vont pas, c'est dans les bases que ça ne va pas, c'est dans le choix de la niche, la compréhension de l'acheteur, la compréhension du comportement d'achat, le produit, comment vous disruptez votre marché, et ça c'est le 80% et le reste c'est l'optimisation. Après, bosser sur les bases qui sont les plus importantes. Allez, 5e livre qu'on va analyser aujourd'hui, c'est un livre dans une thématique assez classique, et là le problème c'est encore une fois que la personne, elle fait la même chose que les best-sellers en moins bien. Donc comment voulez-vous que ça marche? Ici on est apprendre à dessiner les mangas. C'est pas moche, ça claque, on voit bien le mot manga, c'est bien lisible, c'est stylé, c'est dans le... Voilà, il y a aucun problème. Mais regardez, vous êtes le 21 octobre 2022, vous faites cette couverture, et juste avant, quelques temps avant, en janvier, il y avait cette personne qui a créé un méga best-seller avec les tons rouge-orange, beaucoup plus qualitatifs, couverture beaucoup plus travaillée, tout est parfait, tout est bien. Comment voulez-vous concurrencer avec ça? Ça, c'est juste la même chose, la pâle copie de ce livre en moins bien. Donc, premièrement, la personne, elle a pas réinventé son marché, elle a pas disrupté. Même en termes de couleur, elle est dans le rouge-orange. C'est du vu et revu, il y a rien en plus, donc on n'apporte pas quelque chose de plus, mais même sans parler d'apporter quelque chose de plus, c'est même pas au niveau du best-seller. Donc, les gens sont pas débiles, ils vont juste aller cliquer sur le best-seller, ils vont parcourir un petit peu les résultats de recherche et ils vont prendre le best-seller tout simplement. Il y a aussi un best-seller qui est en bleu, s'ils préfèrent le bleu ou que ça résonne plus avec eux, ils vont prendre le bleu, mais s'ils sont attirés par le rouge et le orange en mode manga, shonen, etc., eh ben, ils vont prendre le best-seller, ils vont pas prendre cette pâle copie qui n'est pas en soi mauvaise, mais qui est juste moins bien. Donc là, vraiment, prenez du recul, mettez côte à côte les deux produits et dites-vous en toute honnêteté, sans être biaisé, sans être de mauvaise foi, quel est le plus beau des livres, lequel est le meilleur, lequel sur lequel j'ai envie de cliquer, quel est celui qui m'inspire le plus confiance, qui fait le plus pro. La réponse, c'est le best-seller et pas le livre qu'on m'a envoyé. Donc la personne qui m'a envoyé ça, il faut prendre du recul, mettre son ego de côté et avouer en toute honnêteté, sans mauvaise foi, que ce qu'on fait, c'est moins bon que la concurrence. Dans ce cas-là, ça sert à rien de le faire. Et dernier livre qu'on analyse aujourd'hui, ici on est sur un high content, développement personnel, atteindre ses objectifs en 90 jours, le système pour définir, planifier et réaliser ses objectifs de vie. Alors, on a une couverture qui claque, on a une couverture simple, efficace, assez classique, mais qui fonctionne. Et d'ailleurs, la personne m'a dit dans son mail, j'essaye de faire au maximum sans contexte, mais je lis quand même vite fait en diagonale le mail. Quand c'est des gros mails, je lis pas tout, mais je lis les grandes lignes. Qu'elle a délégué la création de cette couverture, qu'elle a acheté les services d'un freelance, d'un graphiste, et ça se ressent. C'est plutôt bien, c'est plutôt les codes sont respectés, les polices sont bien choisies, les couleurs sont bien choisies, etc. Tout ça va bien. Le problème, c'est que c'est un petit peu comme les autres fois, ça manque de personnalisation. Si vous vous rappelez, dans la KDPscopie 2, on avait analysé comment faire des économies. Il y avait plein de choses très bien, les fondements étaient respectés, mais on est un peu dans le « oh putain encore un », c'est-à-dire que atteindre ses objectifs en 90 jours, ok, mais t'es qui pour me parler des objectifs? C'est toujours le même problème. Soit t'es un méga gourou du dev perso avec 1 million d'abonnés, dans ce cas-là, il y a pas de problème, je te fais confiance et je fonce, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est Herman Ehomi, je sais pas qui c'est juste un nom d'auteur, c'est un nom de plume emprunté, il y a pas de personal branding derrière, il y a pas de confiance, donc il faut concurrencer avec quelque chose qui apporte quelque chose en plus par rapport au gourou développement personnel. Donc si vous êtes gourou dev perso, vous faites atteindre vos objectifs en 90 jours avec une super photo motivante sur la couverture, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire grand chose, mais vous devez faire quelque chose de plus. Donc quelle est la méthode? Le système pour définir, planifier et réaliser vos objectifs.
quel système? C'est quoi la méthode? Sois plus précis dans ton copywriting. Pareil, on sait pas trop de quoi ça parle. Est-ce qu'on parle d'atteindre ses objectifs financiers, atteindre ses objectifs en termes de santé, en termes d'épanouissement, ses objectifs familiaux, ses objectifs d'amour? Bon, en termes de couleur, on est plus dans le dev perso, style productivité, atteindre ses objectifs financiers, etc. Mais c'est pas assez personnalisé, c'est beaucoup trop fourre-tout. Quel est le client type? En voulant viser trop large, on vise personne et la personne va réussir à s'identifier. Si je suis entrepreneur, je me dis ouais, bon, encore un livre un petit peu comme les autres. Si je veux atteindre mes objectifs sportifs, je me dis il y a rien de sportif, on voit une to-do list. Si je veux atteindre mes objectifs en termes de productivité, eh bien peut-être que je vais me dire ok, bon, atteindre ces objectifs c'est bien beau, mais il y a rien qui me fait saliver. J'ai déjà testé la méthode Pomodoro, la méthode One Thing, etc. C'est quoi ce qui est en plus dans ce livre? Bon, 90 jours, ok, mais j'apprends pas grand chose de plus. En plus, si je descends un petit peu, je vois qu'il n'y a pas de contenu à plus sur cette page. Ici, on a l'auteur, on a les livres sponsorisés, etc. Là, on a quelques commentaires, fake commentaires. Bon, il n'y a pas de souci, on fait tout ça, mais en tout cas, ça c'est des faux commentaires, ça se voit. Donc voilà, qu'est-ce que tu m'apportes de plus dans ton livre que d'autres livres qui ont déjà été écrits sur le sujet, qui sont best-sellers avec 500 commentaires, avec un personal branding, avec une méthode précise, etc., etc. Encore une fois, une technique qui marche, on l'a déjà répété dans la première KDPscopie, dans la deuxième, c'est de brander votre méthode. Quand on a une méthode, il suffit de lui donner un nom pour qu'elle soit beaucoup plus puissante. Par exemple, je sais que dans tout ce qui est atteindre cet objectif, il y a eu un moment, c'était la mode de la méthode SMART. La méthode SMART, c'est spécifique, mesurable, achevable, alors c'est traduit de l'anglais, relevant et time. Donc en gros, spécifique, mesurable avec des vrais KPI, des vrais critères, quelque chose qui est réalisable, quelque chose qui est pertinent et quelque chose qui est daté dans le temps, c'est-à-dire je me donne un objectif à date butoir avec une deadline. Donc ça, c'est une personne qui a développé une méthode qui est très pertinente, qui est très mnémotechnique et qui l'a nommée SMART, en plus SMART, etc. Il y a le jeu de mots, donc ça attire l'œil. Et tout de suite, vous vous dites la méthode SMART. Qu'est-ce que c'est méthode SMART? Quand vous lisez un mot comme ça, vous avez envie de lire l'acronyme, vous avez envie de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ensuite, si ça vous plaît, vous dites ah ouais, ce gars, il a réfléchi au truc, il est smart, j'ai envie de lire ce que la personne a fait, donc je vais cliquer, je vais acheter, etc. Faut vraiment découper le process d'achat en je hook la personne, j'attire son attention, il y a une accroche puissante qui la fait rester, ensuite je convainc la personne que j'ai quelque chose en plus à lui dire qu'elle n'a jamais entendu ailleurs, et ensuite la personne est convaincue, elle achète. Ici, avec le cas du livre 90 jours méthode, c'est du oh putain encore un, du vu et du revu, même si tous les critères sont plus ou moins respectés, les couleurs, la lisibilité, etc. Oui, c'est bien, mais c'est bien comme tout le monde et ça suffit pas pour faire un best-seller. Je vous donne un autre exemple d'un livre qui a été best-seller dans tout ce qui est productivité, atteindre ses objectifs, etc. C'était Avaler le crapaud. Et donc là, vraiment, la réaction, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc, avaler le crapaud? On voit un crapaud dans une assiette avec une horloge, donc on se dit c'est un rapport avec le temps. Donc il y a l'idée donc de surprendre la personne tout en la rassurant avec un élément qui évoque pour elle quelque chose de précis, donc le temps, la productivité, l'efficacité. Et c'est un livre qui a été énormément vendu, qui a été best-seller parce qu'il a un titre qui est hyper accrocheur. Donc franchement, dans le high content, quand vous écrivez des guides pratiques, il faut des titres accrocheurs, des titres qui donnent envie de rester, qui donnent envie d'aller plus loin, qui donnent envie de lire le contenu à plus. Et si vous êtes très bon, mais comme toute la concurrence, c'est-à-dire fade, plate et t'es qui, toi, pour nous parler de ça, ça marchera pas malheureusement. J'ai vraiment l'impression que dans la communauté KDP, il y a beaucoup de lacunes sur le copywriting, l'art d'écrire des messages de vente, des textes de vente, l'art d'utiliser les mots pour avoir une accroche, pour influencer les gens et pour vendre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je réfléchirai à créer une mini formation sur le copywriting pour KDP, parce que je pense que c'est vraiment important et que ça peut vraiment vous faire progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi dans les commentaires le code ASIN de votre livre si vous voulez que j'analyse pour les prochaines semaines. Non pas le lien, sinon il sera supprimé automatiquement par Amazon, par la modération, mais le code ASIN. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leur livre pour cette vidéo. Progressez, ne lâchez rien, continuez à vous améliorer et ça finira par payer. Je vous dis à bientôt, j'ai passé un bon moment avec vous. À la prochaine pour une prochaine KDPscopie. Ciao!